Bonsoir, messieurs et dames, merci d'être des nôtres à ce rendez-vous d'information spécial pour ce qui est des rendez-vous hebdomadaires. Le journal du dimanche au soir d'aujourd'hui sera marqué par l'Assomption, louange, adoration et prière ont marqué cette journée. Les fidèles chrétiens catholiques ont effectué ce dimanche 15 août 2021 un pèlerinage diocésain au secteur Notre-Dame, au sanctuaire plutôt Notre-Dame de Yagma. Vous aurez donc les images tout à l'heure. Et puis période de lutte contre le terrorisme. Les limitations des droits fondamentaux, sujet actuel avec les premiers procès de terrorisme cette semaine. L'auteur du livre, Dr Claver Milogo, chercheur en droit public, sera notre invité. Et enfin, grève de 48 heures du collectif des syndicats de l'aéronautique civile. La concession du futur aéroport international de Ouagadougou d'Ancin au groupement français Meridian AMP reste la pomme des discordes. Le détail avec les porte-paroles du collectif. Et comme annoncé en titre, ces images pour débuter donc ce JDS, journal du dimanche au soir, avec 20 900 fidèles chrétiens selon certaines estimations, qui étaient donc présents au sanctuaire Notre-Dame de Yagma dans le cadre de la célébration de l'Assomption, moment de louange, d'adoration, de prière et d'intercession pour la paix, la sécurité et la réconciliation au Burkina Faso. Invocation à l'intention de la Vierge Marie, liturgie, évangile, homélie, des chants et danses. Telles sont les actions qui ont marqué cette célébration de l'Assomption ce 15 août au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Ces fidèles chrétiens, au-delà de la célébration, ont demandé à la Vierge Marie d'intercéder auprès de son Fils pour la paix et la réconciliation nationale au Burkina Faso. Se réunir pour célébrer Marie, alors c'est nous propulser encore dans l'accueil des grâces divines. Alors Marie a trouvé grâce auprès de Dieu et cela lui a valu tant de privilèges. Entre autres, le plus grand privilège, c'est sa maternité divine. Et je pense que ce que nous célébrons aujourd'hui ne sont que des conséquences de ce qu'elle a pu effectivement être dans sa vie obéissante. Voilà. Toute disposée effectivement à accomplir la volonté de Dieu. Avec les légionnaires de Marie, jubilons et supplions le Seigneur pour le Burkina Faso. Un thème pour rappeler la mission de la Légion de Marie et marquer du même coup les 100 ans de son existence. Le cardinal Philippe Ouedraogo a donc appelé les catholiques à adopter une vie familiale comme celle qu'avait Marie avec son époux et leur fils. Sa vie devrait nous inspirer, notamment la vie de Nazareth. Nazareth, c'est là où vivaient Jésus, Marie et Joseph. C'est cela que nous appelons la Sainte Famille. Et à l'issue, dans les recommandations de l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode, célébrée en 1994 avec le pape Jean-Paul II, le pape a insisté que les couples chrétiens prennent la Sainte Famille comme prototype, exemple à suivre, à réaliser dans le quotidien de la vie. Le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Yagma a saisi l'opportunité de cette célébration pour lancer un appel à l'endroit des fidèles. Nous avons simplement constaté que nous ne sommes pas encore à l'abri de certains fléaux et nous voulons, avec le concours des uns et des autres, de toutes les âmes de bonne volonté, toutes les âmes généreuses, voler au secours de ce sanctuaire en contribuant à rehausser la hauteur du mur. Et de deux, comme cela est un projet aussi qui tient à cœur son éminence, et nous, bénévoles et volontaires de ce sanctuaire, simplement pour marquer l'année de Saint-Joseph, ériger un espace de Saint-Joseph pour que nous puissions nous pencher vers Marie et nous pencher aussi vers son époux Joseph. C'est une messe à l'honneur de la Vierge Marie qui a pris fin avec cette procession des fidèles avec la statue de Notre-Dame de Yagma. Rendez-vous est donné donc l'année prochaine pour fêter une fois de plus la montée au ciel de la mère de l'Église catholique. Débute en prière pour ce JDS. À présent, la première rubrique, celle politique.
La deuxième édition des universités d'hivernage s'est achevée ce 14 août à Zignaré, donc hier, un cadre de formation et de partage d'expériences pour les jeunes du parti MPP, entendez Mouvement du Peuple pour le Progrès. Les participants ont témoigné leur soutien au président Roch Kaboré et se sont engagés à porter leur contribution à la lutte contre le terrorisme. Le détail nous est donné par Abdul Rami Nienye. 72 heures durant, ces jeunes élèves et étudiants venus de 29 provinces ont été formés dans l'idéologie du parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Cette deuxième édition des universités d'hivernage a donc permis à ces jeunes non seulement de se former politiquement, mais aussi socialement afin d'être de meilleurs citoyens. C'est d'aider les jeunes à être encore meilleurs, à être plus utiles à la société. Parce qu'ils ont échangé non seulement sur l'idéologie du parti, mais aussi sur des mécanismes qui vont permettre au pays d'aller de l'avant. Nous avons parlé de discipline, nous avons parlé aussi de construction personnelle, avec donc les échanges avec les camarades qui ont déjà de l'expérience, de l'expertise, mais ils ont aussi travaillé sur la recherche de l'emploi, l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat. Ils ont planté des arbres. Donc tout cela concourt à faire donc de ces militants-là des meilleurs citoyens. Le président du parti, Simon Compaoré, a exprimé sa satisfaction face à cette initiative qui est à sa deuxième édition. Il se dit confiant quant à la capacité de la jeune génération à assurer la relève, consolider les acquis du MPP comme plus grand parti au Burkina Faso. Alors ils sont venus ici, ils ont compris qu'ils sont jeunes, mais il leur manque quelque chose. C'est la formation. Et ils sont venus ici pour compléter cette formation-là. Ils sont venus aussi pour dire au président, nous avons été à tes côtés pendant la campagne et Dieu a fait en sorte que tu sois revenu encore comme président du Burkina, mais sache que les jeunes du MPP sont derrière toi et prêts à t'épauler, à t'accompagner sur les différents champs de combat que tu auras à mener. Nous repartons confiants qu'avec eux, on peut aller voyager loin. Les jeunes du MPP ont également pris l'engagement de soutenir la lutte contre le terrorisme à travers une contribution financière, mais aussi leur soutien aux familles des FDS engagées en première ligne dans cette lutte. Simon Compaoré a par ailleurs invité ces jeunes du MPP à continuer à se faire former et à être disciplinés afin d'être utiles à la société. À présent, nous passons à une autre page, celle Société. Et pour ouvrir cette partie société, ce que le Burkina a connu quand même d'historique, après d'abord une suspension du fait d'un mouvement d'humeur des gardes de sécurité pénitentiaire, eh bien la première session du jugement de la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes a repris le 13 août au tribunal de grande instance de Ouagadougou 2 et sur 4 accusés qui sont passés donc à la barre, un a été relaxé pour insuffisance de preuves. Nous reviendrons sur donc ce point avec Samira et Ouedraogo avant un échange. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2017, la gendarmerie de Bourzanga était attaquée et pillée. Ces actes de vandalisme sont reprochés à Cissé Kassoum. À la barre ce 13 août et après plusieurs interrogations des juges, celui-ci a reconnu les faits. Il dit avoir agi sous la bannière d'un groupe du nom de Boukab, composé de 15 membres. Diko Boukari serait le chef de ce groupe qui sévissait dans les localités de Nassumbu, Djibo et Bouo. L'objectif du groupe était, selon ses dires, de chasser toutes les représentations de l'État. Reconnu coupable, il écope d'une peine d'emprisonnement ferme de 21 ans, assortie d'une période de sûreté de 14 ans avec une amende de 2 millions de francs CFA. Deuxième à passer à la barre ce 13 août, Bari Issa, également de nationalité malienne, est présenté comme un élément de la cellule dormante du groupe à Sardine. Selon ses aveux, ce dernier dit avoir intégré le groupe de force par le biais de Bari Mahamoudou. Ligoté et torturé lors de sa capture par le groupe terroriste,
Il précise avoir été initié à la lecture du Coran avant d'être relâché après 11 jours de captivité. Pour insuffisance de preuves, le tribunal décide de lui accorder le bénéfice du doute et demande sa relaxe. Diko, lui, est de nationalité burkinabé. Convoqué à la barre, il nie les faits. Pourtant, il est accusé de détention d'armes illégales et de munitions, destruction des biens mobiliers et immobiliers dans la commune de Belaourou. Les procès-verbaux des enquêtes révèlent que ce dernier a participé à une attaque dans la nuit du 23 au 24 mars 2017 sur la mine d'Inata. Et c'est son téléphone portable retrouvé sur les lieux qui a permis de remonter jusqu'à lui. Il est reconnu coupable par le tribunal est condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 1 million de francs CFA. Le dernier dossier a été renvoyé à une date ultérieure. Nous l'annoncions déjà en titre concernant ces questions assez précises. Nous avons d'ailleurs un invité, mais nous allons nous appesantir plutôt sur un livre qu'il a sorti et qui est d'ailleurs très actuel au regard de ce que nous partageons tout à l'heure, les limitations des droits fondamentaux en période de lutte contre le terrorisme. Et notre invité, c'est le docteur Milego Kibesoun Pierre Claver, docteur en droit public et chercheur au Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST en abrégé. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir. Et on a regardé tout à l'heure ce reportage. C'est vrai qu'on va revenir sur votre livre qui dépeint et qui regarde aussi comment certains pays, au regard de la même période de terrorisme, ont pu prendre un certain nombre de décisions, se sont gérées. Mais quand on regarde déjà ce qui vient de passer dans... on va dire comme ça, dans les réactions de Burkinabé qu'on a, ça demeure quand même assez transversal. Quand on entend 20 ans de prison, enfin en moyenne, il y a beaucoup qui trouvent que c'est quand même assez peu. Est-ce que notre appareil, c'est vrai aujourd'hui, est en train de juger de ces faits-là? Mais est-ce qu'il, pour ce qui est des sanctions, on avait réfléchi un peu avant? Parce que pour certains, il y a c'est sans commune mesure avec ce à quoi ça ramène, parlant de terrorisme et des massacres. Je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur votre chaîne. Concernant la question que vous venez de poser, il faudrait dire que lorsque les premières attaques ont été enregistrées au Burkina à partir de 2015 et qu'on a commencé à enregistrer dans nos prisons de haute sécurité des personnes qui étaient impliquées dans des actes terroristes, les textes ont été revus, notamment le code pénal, le code de procédure pénale. Et lorsqu'on a mis en place le pôle antiterroriste en place, et il a fallu mettre en place tout un dispositif pour pouvoir juger ces personnes-là. Donc le personnel judiciaire a été préparé à cela, et nos textes sont tout à fait adaptés parce qu'ils s'alignent sur les grands pays occidentaux qui luttent contre ce phénomène-là depuis très longtemps, bien avant nous. Et quand on regarde les peines aussi, les peines sont dans la fourchette qui est prévue par la loi. Quand on prend les crimes, c'est à partir de 10 ans en montant, donc de 10 ans à la perpétuité. On sait qu'il n'y a plus de peine capitale au Burkina. Donc les juges sont bien dans la fourchette et les juges ont appliqué les peines maximales qui sont prévues pour les différentes infractions. Voilà, 20 ans, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois, c'est beaucoup. Et ça donne assez de temps à la personne pour réfléchir en prison. Oui, c'est vrai, mais pour certains, quand on dit terrorisme, on a derrière des actes qui sont quand même assez difficiles quelquefois à regarder et qui sont assez forts. Quand vous dites 20 ans, c'est assez. Il y en a qui estiment que c'est quand même donné au regard du nombre de morts quand on entend par exemple certaines actions comme Soulane et autres. Mais je pense qu'on va pas faire de cela le débat ici. On vous reçoit par rapport à ce livre-là, les limitations des droits fondamentaux en période de lutte contre le terrorisme. Je l'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt. J'ai dit qu'il est très actuel au regard de la réalité burkinabé aujourd'hui, parce que vous jetez un regard sur la période qui est quand même assez cruciale et qui est assez particulière, celle de la lutte contre le terrorisme, et ce que cela demande comme changement de beaucoup de points de vue, et en termes de pouvoirs qui sont donnés à l'un ou à l'autre, et puis comment est-ce qu'il est exercé. Déjà, quand vous commencez à poser le problème, vous allez sur la notion même de législation d'exception, et vous dites ce n'est pas simple. Pourquoi ?
Oui, effectivement, les législations d'exception, c'est pas une notion simple. Mais là, on va faire un peu de doctrine, si vous le permettez, pour que les téléspectateurs comprennent un peu. Voilà, quand on parle de législation d'exception, ça renvoie en réalité aux états de nécessité, qui eux-mêmes renvoient aux circonstances exceptionnelles, mais à un niveau plus élevé dans la hiérarchie des normes. Donc, une législation d'exception, c'est une loi qui est votée pour faire face à une situation exceptionnelle, comme le mot lui-même l'indique. Et quand je dis que ça fait référence aux états de nécessité, l'état de nécessité, ça c'est une situation de crise, voilà, et qui nécessite une législation particulière aussi. Et ça renvoie, ces deux notions renvoient également aux circonstances exceptionnelles qui, elles, sont prévues normalement par des textes constitutionnels qui autorisent les autorités, notamment le gouvernement, à prendre des mesures exceptionnelles dans un État. Par exemple, lorsque le président du Faso décrète l'état de siège ou l'état d'urgence dans certaines localités du Burkina qui sont touchées par le terrorisme, c'est en vertu des circonstances exceptionnelles et c'est la Constitution qui l'autorise à le faire. Donc c'est à ce niveau-là que les distinctions se situent. Mais là où les trois notions se rejoignent, c'est qu'elles font tout appel les trois notions font appel à la notion de crise. Voilà. Et les auteurs qui ont développé ces questions-là, c'est notamment l'auteur français François Saint-Bonnet, qui a écrit l'état d'exception en 2001. Vous trouvez aussi l'allemand Carl Schmitt, qui a développé la dictature constitutionnelle, constitutional dictatorship, dans les années 2000 également. Et puis, vous trouvez également pas mal d'auteurs qui ont écrit sur ces questions dans la littérature mondiale, d'autres auteurs également. L'important, c'est que la notion de crise ici fait référence, d'après la définition donnée par le doyen Léon Duguy, à une situation d'insurrection armée, une guerre étrangère, ou bien l'impossibilité de réunir le Parlement pour une raison ou une autre, ou bien encore une grève générale des fonctionnaires qui paralyserait le pays. Et ça nécessite une réaction de la part des autorités qui prendraient des mesures exceptionnelles pour faire face à la situation. Et l'effet principal de ces trois situations-là, c'est d'accroître les pouvoirs du gouvernement pour lui donner toute la latitude. Et la notion qui revient ici en matière de droit, c'est la marge de manœuvre, la marge d'appréciation qui est donnée au gouvernement pour pouvoir prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la situation. Vous avez vu par exemple qu'au Burkina Faso, depuis 2015, il y a toute une batterie de mesures qui est prise, et notamment l'instauration du couvre-feu, les limitations de la circulation, d'aller et de venir. Vous avez par exemple les perquisitions qui sont menées dans certaines localités, ou des arrestations et des détentions qui sont menées pour des besoins d'interrogatoire. Donc toutes ces mesures-là sont des mesures justifiées par les situations exceptionnelles et qui peuvent amener les autorités à accroître leur pouvoir et leur marge d'appréciation. Et ce n'est qu'à posteriori qu'il y a un contrôle du juge sur ces mesures qui sont prises et qui permet justement de juger si l'autorité gouvernementale, au moment où ces mesures ont été prises, a pris la bonne mesure et n'a pas excédé ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'au moment où la situation exceptionnelle se pose, il est difficile de limiter les pouvoirs gouvernementaux parce que il y a une nécessité urgente d'agir, il y a une urgence d'agir, et donc le gouvernement a les mains libres pour le faire, en vertu des dispositions législatives ou constitutionnelles. Et c'est seulement après coup qu'il y a un contrôle du juge, administratif ou constitutionnel, qui vérifie si les mesures sont adaptées. Ce qui est bien, quand on lit votre livre, on comprend aussi beaucoup de choses. Là, vous êtes dans l'état d'urgence, ce qui est différent de l'état des sièges, lorsque le pouvoir est aux mains des militaires et les choses sont exercées telles. Maintenant, je reviens dans un concept que vous énonciez, qui est très intéressant, le droit de nécessité. Mais en même temps, vous mettez un bémol qui peut paraître très politisé. Et parce que la barrière, elle n'est pas forcément simple entre droit et politique. Pourquoi ? Oui, la frontière est poreuse. Le droit de la nécessité a été développé par une auteure française qui est une grande spécialiste de la question, qui s'appelle Geneviève Camus, qui a expliqué justement que c'est une situation dans laquelle l'État est appelé à intervenir et à accroître son pouvoir, à accroître sa marge de manœuvre, de décision et son pouvoir d'appréciation sur les mesures qui doivent être prises pour faire face à une situation exceptionnelle. Et ça, la situation de l'état de nécessité. Et comme je le disais tout à l'heure,
le contrôle n'intervient qu'à posteriori. Mais quand je dis dans l'ouvrage que la frontière est très mince entre le droit et la politique, c'est parce que dans le cas du droit de nécessité, ce qui pousse l'autorité gouvernementale à agir, c'est l'urgence. La mesure doit être prise en urgence. Et comme la mesure doit être prise en urgence et que la situation de crise par définition n'est pas limitativement énumérée, la Constitution ne peut pas par avance prévoir toutes les situations de crise qui se présenteraient dans un État. C'est impossible. Par conséquent, on accepte que si la situation survient, une marge de manœuvre soit laissée, une marge d'appréciation discrétionnaire soit laissée aux dirigeants pour pouvoir apprécier. Et donc les critères qui guident les gouvernants aujourd'hui pour pouvoir réprimer un acte terroriste ou un acte qui porte atteinte aux intérêts de l'État, c'est l'acte qui contrevient, d'après ce que Geneviève Camion a développé, à la finalité politique et à la sauvegarde de l'intérêt d'un État. Et donc si les objectifs politiques et la sauvegarde de l'intérêt de l'État est menacée, en ce moment-là, le droit de nécessité trouve besoin à s'imposer. Et donc, la frontière est très mince parce que les autorités gouvernementales peuvent justement instrumentaliser pour des objectifs politiques, bien sûr, ce droit de nécessité et l'utiliser, par exemple, pour réprimer des opposants ou pour réprimer la société civile, alors qu'en réalité, l'objectif de ce droit de nécessité, tel qu'il avait été conçu à l'origine, c'est pour faire face aux situations de crise. D'accord. On va s'intéresser à partir de la page 44 de la question de l'état d'urgence. Vous vous intéressez à comment ont évolué les pouvoirs des présidents, on va dire comme ça. Mais moi, je veux qu'on reste dans le carcan de celui de la lutte contre le terrorisme, donc quelque chose qu'on connaît depuis peu. Est-ce qu'on est arrivé dans des situations où on a eu des expressions qui excédaient les limites? Je n'ai pas très bien compris votre question. Parce que, je dis à partir de la page 44, vous arrivez à vous appesantir sur l'évolution dans le cadre de l'état d'urgence, un peu du pouvoir du président, seulement celui du chef exceptionnel du président du Faso. C'est ce que vous avez essayé de regarder un peu plus. Mais j'ai dit, on ne va pas commencer jusqu'à les périodes que vous évoquez où il y a eu des pouvoirs évidemment discrétionnaires qui ont été accordés et tout, mais restons dans le carcan de celui de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que les pouvoirs exceptionnels du président n'ont pas par moment été dépassés? Est-ce qu'on est resté dans ce que prévoit forcément l'état d'urgence lui-même? Le pouvoir exceptionnel du président, dans le cas burkinabé, c'est l'article 59 de la Constitution qui le prévoit. Et c'est un article jumeau de l'article 16 de la Constitution française de 1958. Et on ne peut pas dire dans le cas burkinabé, en regardant les différentes mesures qui ont été prises depuis plusieurs années, que le chef de l'État a excédé ce pouvoir. Non, il est resté dans les limites de ses pouvoirs. On pourrait même dire qu'il aurait pu utiliser par exemple ce pouvoir exceptionnel pour instaurer par exemple une dictature constitutionnelle au Burkina. Pourquoi pas? S'il ne l'a pas fait, à mon avis, si Roch Kaboré ne l'a pas fait au Burkina, à mon avis, c'est tout simplement pour ne pas donner un sentiment de satisfaction aux terroristes, pour leur faire croire qu'ils ont réussi effectivement à déstabiliser le pays et que le président, par exemple, serait amené à gouverner par des décrets sans même passer par le Parlement parce qu'il n'y a plus d'entente entre la classe politique. Au moins, à ce niveau-là, il y a toujours une majorité qui est là et qui est d'accord pour prendre les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Donc, les différentes mesures, le couvre-feu, et l'état d'urgence qui a été instauré et puis les mesures exceptionnelles qu'on a prises pour instaurer les perquisitions, par exemple, ou bien les arrestations pour les interrogatoires, c'est pas des mesures qui étaient des pouvoirs excessifs du chef de l'État. Quand on s'appesantit sur la question de pouvoir exceptionnel en tant que tel, c'est des pouvoirs concernant les chefs de l'État qui sont très encadrés par la Constitution, dont il ne peut pas faire usage quand certaines circonstances ne se présentent pas. On dit que lorsque l'indépendance du territoire, l'intégrité et l'exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et ou immédiate, le président du Faso, après conseil des ministres, peut
décider de prendre des pouvoirs exceptionnels. Mais il ne peut le faire aussi qu'après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil constitutionnel. Donc c'est comme une dictature constitutionnelle, mais qui est encadrée par la Constitution, parce que le président aussi est dans un système institutionnel où il y a d'autres institutions qui fonctionnent avec lui. Il y a l'institution présidentielle, mais il y a aussi le Conseil constitutionnel, et puis il y a le Parlement qui est là. Donc il ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Sinon il pourrait par exemple se faire interpeller par la justice et puis être obligé également de rendre des comptes. Donc la question des pouvoirs exceptionnels est très très encadrée, et le président ne peut pas en faire usage quand il le souhaite en fait. C'est quand certaines situations particulières se présentent qu'il peut se saisir de ces pouvoirs exceptionnels. Et c'est vrai, je vais terminer sur cette question en précisant que lorsque le président a recours au pouvoir exceptionnel, toutes les mesures qu'il prend ne peuvent pas être contrôlées aussi bien par l'Assemblée nationale ou par le Conseil constitutionnel. Mais seulement ces mesures-là, qui sont considérées comme des actes de gouvernement, échappent à tout contrôle contentieux, c'est vrai, mais les mesures qui sont prises sur ce fondement restent des actes législatifs qui peuvent après faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel. Très intéressant. Un livre qui s'étend aussi sur la législation déléguée et qui regarde aussi dans ce que les États-Unis aussi ont comme leçon à nous donner, avec un régime d'exception qui n'est forcément pas prévu, mais des dérives après qu'on a à la fin. Et vous dites, la théorie des droits limités reste un mal nécessaire. Ça sera pas des questions, mais rapidement, pourquoi? Oui, la théorie des droits limités reste un mal nécessaire, tout simplement parce que sur cette planète Terre, vous ne trouverez aucun État qui acceptera de se suicider pour protéger les droits fondamentaux. Donc, les droits doivent être par nature limités dans le cadre de l'État. Parce que l'État, pour lutter contre le terrorisme, est obligé de limiter les droits de l'homme. Aucun État n'accepterait de se laisser tuer pour promouvoir les droits de l'homme ou pour protéger les droits de l'homme. Merci bien, docteur Milogo Pierre Claver, d'être passé sur ce plateau. Donc je rappelle, c'est les limitations des droits fondamentaux en période de lutte contre le terrorisme, et c'est paru chez DOFPROD, c'est depuis juin 2021. Exact, je vous en prie, cher monsieur. Ça a été un plaisir, et je demande à nos confrères de le lire, parce que ça nous permet de mieux regarder dans les sujets qui sont actuels aujourd'hui, de mieux les aborder. Ceci dit, on continue ce JDS, toujours dans la partie société, avec cet autre sujet qui concerne aussi les questions de sécurité. Cette fois-ci, on parle de cybercriminalité. Une vingtaine de journalistes étaient au cœur de la formation qui a été initiée par la brigade de lutte en la matière au niveau Burkina. Plusieurs questions ont été abordées, parmi lesquelles quelles sont les infractions les plus courantes enregistrées par cette brigade, comment se comporter en cas de cyberattaque. Le détail nous est donné par Maxime Jean-Eudes de Bambara. Des modes opératoires les plus courants des cybercriminels au mécanisme de signalement en cas de cybercriminalité, en passant par des notions d'éthique et d'utilisation responsable des technologies de l'information et de la communication. Ce deuxième et dernier jour de ce séminaire de sensibilisation sur la cybercriminalité au profit des hommes de médias aura été riche en thématiques. Selon la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, les infractions les plus courantes sont les usurpations du titre, les diffamations, les arnaques liées aux ventes et achats en ligne, ainsi que les chantages à la webcam. Il ne se passe pas un jour sans qu'on enregistre au moins 10 plaintes en lien avec les cas de chantage. Il n'y en a pas. Comme le commissaire a dit, souvent quand l'image sort, c'est vrai, c'est choquant, mais ça permet de conseiller d'autres. Voilà, ça permet de conseiller d'autres. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, qui est au bout du fil là-bas, qui te demande une photo intime ou bien une vidéo, tu envoies. Tu t'attends à quoi après? À cela s'ajoutent les tontines en ligne et les exemples sont légion, selon le chef du service cyber-escroquerie de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. On a géré un cas pareil. Une maman tontine qui a demandé les photos des CNIB de ses membres comme garantie. Les dames ont envoyé, elle a pris la CNIB d'une, allé prendre une puce, créer un groupe de tontines, présenter la carte là comme si c'était elle. Les dames ont cotisé. Voilà, quand ton tour arrive, elle t'éjecte. Quand ton tour arrive pour prendre, elle t'éjecte. Elle-même, elle a intégré le groupe avec d'autres numéros et elle intervient. Voilà. Donc quand la plainte est venue, on a investigué.
Elle n'était même pas à Ouaga. Voilà, on est allé la prendre à Méné. Le mobile banking, voilà également un autre mode opératoire très utilisé par les arnaqueurs. Et là, ce sont les abonnés au portefeuille électronique des téléphonies mobiles qui sont les principales cibles. Tu peux avoir de l'argent sur ton compte. On ne sait pas comment le délinquant fait pour le savoir. Il part, il conserve ta SIM. Il retire ton argent, il jette la puce. Toi, tu vas constater que le réseau ne passe plus à ton niveau. Quelque temps après, tu peux attendre 1 jour, 2 jours, tu te déplaces au niveau du réseau pour comprendre. On te dit non, et ta puce a été désactivée. Jusque-là, les réseaux n'arrivent pas à nous, en tout cas, proposer une réponse. Voilà. Et comme les délinquants ont compris, avant, ils faisaient des retraits au Burkina. Maintenant, quand ils conservent les SIM, l'argent qui se trouve sur le compte est transféré hors du pays. Donc, ça rend le travail difficile. Selon les données de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, 1218 plaintes ont été enregistrées au premier semestre de 2021. D'où l'interpellation du chargé de la collaboration policière à l'égard des participants et des populations à une utilisation responsable d'éthique et des réseaux sociaux. Le paramétrage de Facebook vous offre tellement de possibilités que si vous les parcourez de façon calme, vous allez vraiment améliorer les choses à votre niveau et à l'usage de votre compte. Dans le paramétrage, il y a toujours, que ce soit au niveau de Gmail ou que ce soit sur Facebook, il y a l'activation de l'authentification à double facteur qui va toujours vous permettre que si quelqu'un tente d'avoir accès à votre compte, que le code ne puisse pas aller à son niveau et que ça vienne chez vous. Aussi banal que cela puisse paraître, le contenu des publications sur Facebook peuvent être des sources d'informations pour les arnaqueurs. Même souhaiter un joyeux anniversaire. Souhaiter joyeux anniversaire, bon, ça peut ou ce n'est pas grandement un problème dans la mesure où vous ne donnez pas d'informations personnelles, mais déjà, c'est un élément qui dit que vous êtes en amitié avec la personne. Par exemple, moi, on vient dans mon inbox ou bien en commentaire, on dit joyeux anniversaire, lieutenant. En même temps, tous ceux qui peuvent lire ce commentaire, ils savent que je suis un porteur de tenue. Donc, vous voyez que ça facilite un certain profilage. Si bien que, quand bien même on peut souhaiter le joyeux anniversaire, en fonction du contenu qu'on y met, on peut faciliter l'identification, par exemple, du propriétaire du compte. Du côté des journalistes participants, ce séminaire a tout simplement été bénéfique. Ces 2 jours de travaux ont été vraiment très enrichissants. On a pu connaître comment les cybercriminels opèrent et comment ils arrivent à arnaquer les populations. Et on a vu aussi quel est le préjudice subi par l'ensemble des populations. Bon, de ce qu'il est ressorti, c'est plus d'1 milliard, c'est énorme. Et ça nous interpelle tous en tant que journalistes à produire des articles de sensibilisation. Cette formation, elle nous a été bénéfique à plusieurs niveaux. Elle nous a permis même d'aller au-delà de ce que on savait déjà sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ça nous permet de mieux exercer notre métier en faisant attention au réseau, même si on l'utilise. Le commissaire principal de police Moussa Zongo, par ailleurs responsable du laboratoire de criminalistique numérique et de veille technologique, invite les populations à recourir au service de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité en cas d'attaque liée à la cybercriminalité ou à la cyberescroquerie. Après les sujets politiques, société, place à ceux économiques. Et nous ouvrons cette page avec le collectif des syndicats de l'aéronautique civile qui a annoncé une grève de 48 heures à compter du 26 août prochain. Cette décision fait suite à celle du gouvernement burkinabé de concéder le futur aéroport international de Ouagadougou-Donsin au groupement français Meridian AMP. Manque de transparence dans la réalisation du projet, exclusion des instances de conduite de la construction de l'aéroport, abandon de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso sont les griefs qui ont été énumérés. Nous y revenons ici avec Mamounata Seri. Alors que le démarrage des travaux de construction du nouvel aéroport international à Ouagadougou-Donsin est prévu d'ici à mars 2022, les travailleurs de l'aviation civile, eux, se sentent exclus des instances de conduite du projet.
Face à la presse ce lundi, le collectif des syndicats de l'aéronautique civile n'a pas caché son mécontentement. Pour eux, ce projet n'envisage aucune perspective heureuse pour le Burkina Faso et manque de vision ambitieuse. On allait créer une commission technique qui s'est substituée au système AIOD. Et on a écarté les travailleurs, on a écarté les structures. Et c'est de là-bas qu'on discute de tout, sans qu'on ait connaissance de ce qui se passe là-dedans. C'est flou, c'est nébuleux. Si tel est que vraiment le projet n'avait pas de problème, mais donnez-nous la convention, la nouvelle convention proposée. Laissez les travailleurs ou les structures participer pleinement pour en discuter. Il y a même des aspects techniques. Si c'est l'argent qu'on veut nous cacher, le montage financier qu'on veut nous cacher, même les aspects techniques, nos structures qui sont, en tout cas, qui ont la compétence, qui regorgent de toutes les compétences au niveau de l'aviation civile, peuvent contribuer. Le collectif s'indigne également de la décision du gouvernement de confier la gestion du futur aéroport international au groupement français Méridien Aéroport de Marseille-Provence pour 30 ans. Si le Burkina Faso a pu mobiliser près de 400 milliards de francs CFA pour la réalisation du projet, rien ne justifie selon les conférenciers le choix du gouvernement de céder la gestion de l'aéroport de Doncin à des particuliers pour une contribution d'à peine 20% du coût total du projet. C'est une frontière, ça appartient à tous les Burkinabés. Les gens vont donner notre frontière pour 30 ans à une... Méridien Marseille, c'est une entreprise, une petite entreprise en France. C'est cette entreprise-là qui va gérer tout le pactole que l'État a contracté à des centaines de milliards. Vous ne trouvez pas que cette stratégie-là pose problème? Est-ce que l'État lui-même, que pèse vraiment une petite entreprise du monde face à l'État burkinabé? Est-ce que nous ne pouvons pas retrouver nous-mêmes par nos propres capacités 134 milliards? Peut-être même nos locaux là, nos opérateurs économiques là, ils peuvent mobiliser les 134 milliards pour gérer pour construire l'aérogare là en question. Nous pensons que la stratégie là, elle n'est pas du tout bonne. Le collectif lance donc un mot d'ordre de grève de 48 heures à compter du jeudi 26 août 2021. Ce collectif regroupe en son sein 5 syndicats, à savoir l'Organisation nationale des syndicats libres, le syndicat national des travailleurs de la SECNA, le syndicat unique de la météorologie, de l'aviation civile et assimilée, le syndicat national des contrôleurs aériens et assimilés du Burkina et le SINAPAB. Un reportage qui nous met de plein pied dans le sujet que nous allons aborder. Nous sommes dans la rubrique économie et je reçois David Nana, chroniqueur économique avec lequel j'aborde ces questions. Bonsoir David. Bonsoir Geoffroy. Et on n'est pas seul. Merci David. Et on n'est pas seul. On est avec M. Zakaria Sieba, membre du collectif des syndicats de l'aéronautique civile du Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté de lui, il y a M. Pépin Zabré, qui est aussi membre du collectif des syndicats de l'aéronautique civile du Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir. Zabré. On vous reçoit après le sujet qu'on a reçu tout à l'heure. On a tous regardé avec commisération, égrené les quelques problèmes qui sont les vôtres et les reproches que vous faites à l'endroit du gouvernement. Moi, j'ai souvenance qu'en octobre 2019, vous veniez avec les mêmes arguments et vous menaciez d'aller en grève. Et ça devrait même commencer le 10 octobre, non? Si ma mémoire elle est bonne. Exactement. 10 octobre. Et aujourd'hui, on revient avec le même argumentaire et on menace d'aller faire grève. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait plus d'1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, et merci beaucoup d'avoir True TV de nous donner l'occasion de communiquer sur ce sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Effectivement, en octobre 2019, nous avions rencontré le Premier ministre du Burkina Faso à la veille d'une grève que nous avons planifiée. Et nous avons, en son temps, expliqué au Premier ministre quelles sont les récriminations que nous avions sur le projet de concession de l'aéroport de Doncin. Et en son temps, le Premier ministre lui-même était tombé des nues lorsqu'on lui a fait comprendre, par exemple, que dans le projet de convention, l'aéroport de Bobo-Dioulasso devait être fermé à l'international. Et lorsque nous avions rencontré le Premier ministre, il s'était excusé et il nous avait dit qu'il n'avait pas une très bonne connaissance du dossier et qu'il allait prendre le temps
de mieux connaître du dossier et il nous avait demandé à son temps de lui faire un mémorandum dans lequel nous allions faire ressortir les principales limites du projet de convention, ce que nous avions fait dans un délai de 14 jours. Et les principales récriminations étaient lesquelles? D'abord, le fait que la convention n'était pas ambitieuse. Le projet qui avait été proposé en son temps n'était pas ambitieux par rapport à ce qui avait été réalisé dans la sous-région. La stratégie elle-même de mobilisation des ressources financières, en son temps, sur 500 milliards que coûtait le projet, l'État, avec ses bailleurs de fonds, mobilisait 400 milliards. Et le privé qui devait venir, venait à peu près avec 100 et quelques milliards. Et c'est ce privé qui devait prendre l'aéroport pour le gérer pendant 30 ans. Et lorsque nous avons porté cette information au Premier ministre, il est clair, comme l'ensemble des Burkinabés, c'est choquant. Et donc, nous avions expliqué en son temps au Premier ministre que notre position était que si l'État a pu mobiliser 400 milliards, nous pensons que l'État peut mobiliser les 100 autres milliards, construire l'aéroport sur fonds propres, recruter maintenant un gestionnaire avec lequel il va signer un contrat au lieu de 30 ans, de 5 ans, assorti de conditions de performance, d'objectifs de performance. Et si au bout de 5 ans, le concessionnaire n'a pas atteint les objectifs de performance, l'État était libre de résilier le contrat. Tout ça pour éviter la mauvaise expérience que nous avons eue, entre autres, avec Bolloré sur le rail. Aujourd'hui, Bolloré tient notre gouvernement au cou. Bien que le rail ne soit pas rentable, bien que le rail soit dans un piteux état, l'État ne peut pas rompre le contrat. Donc on ne peut pas, après cette expérience avec Bolloré, vouloir encore reconduire un contrat de cette nature. Bon, c'est vrai que le cas Bolloré, c'est pas avec les rails, c'est pas peut-être le sujet. On connaît au moins comment est-ce que ça se passe là-bas, avec les moratoires obtenus, les reports alors qu'il y a des dettes qui étaient déjà énormes. C'est bien connu. Et puis les 2% d'engagement qui devraient revenir quand même au Burkina, qui jusqu'à présent dont on ne voit pas l'once. Ça c'est un autre débat. Voilà. C'est un autre débat. On va revenir sur le vôtre. Vous dites d'abord, et ça c'est un peu surprenant, que vous rencontrez un Premier ministre qui dit ne même pas maîtriser des grandes lignes d'un dossier aussi fort. Oui. C'est la réalité comme ça. Mais bon, à la décharge du Premier ministre, il venait de prendre service. Donc, on peut comprendre en fait qu'il n'avait pas encore pu prendre connaissance du dossier. Mais après, le Premier ministre a pris connaissance du dossier. Et il vous souvient que lors de la déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, le Premier ministre lui-même a dit que le projet est bon, mais le montage financier est mauvais. Le Premier ministre lui-même a reconnu que ça n'allait pas du tout, que la stratégie n'allait pas. Maintenant, nous, on a été surpris de voir qu'on est en train de reprendre les négociations avec la même structure. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites, vous demandez à avoir une convention dont vous ne disposez pas forcément de la teneur des engagements pris ou des accords qui ont été scellés. Mais en même temps, vous jetez un regard avec des éléments que vous avez. Vous les avez comment je veux comprendre. Oui, nous sommes des syndicats. Donc, nous avons nos sources d'information. C'est comme vous, les journalistes. Vous avez vos sources d'information. Les syndicats ont leurs sources d'information. Ce qui est sûr, c'est que les informations que nous avons portées au Premier ministre, c'est les informations qui étaient vraies et qui étaient contenues dans la Convention. Et c'est ça qui est essentiel. Oui, allez-y. Bon, vous avez parlé beaucoup d'exclusion. Je pense que c'est l'un des motifs, les premiers motifs que vous avez mis en avant pour manifester. Et quand vous dites que vous êtes exclu dans le processus là, c'est à quel niveau exactement? Et puis quand vous êtes parti voir le Premier ministre, est-ce qu'il vous avait promis que vous serez pris en compte? Qu'est-ce qui a été dit à l'époque? D'accord, je vais laisser M. Pépin nous en dire un peu plus sur... Allez-y. Ok, à mon tour également, je veux bien remercier TUTV qui a permis que nous soyons là pour porter l'information juste à l'ensemble du peuple burkinabé. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une revendication corporatiste, ça engage pratiquement l'ensemble des travailleurs et l'ensemble des citoyens burkinabés. Donc, ceci étant, quand vous êtes des syndicats, vous deviez vous montrer assez responsable. Nous nous sommes montrés responsables depuis la gestion de ce projet qui date de depuis 20 ans.
il y a eu un peu du caracolage, c'est plus de 20 ans, c'est depuis 1997. Pour vous épargner un peu de l'historique, il y a eu tellement de péripéties dont le syndicat a joué son rôle pour permettre au gouvernement de faire une concession qui va permettre, en tout cas à l'ensemble des Burkinabés, d'apprécier le projet. Et tout dernièrement, en 2019, il y a 2 ans à peu près, moins de 2 ans, nous avons également engagé une action qui tendait à remettre en cause un mémorandum qui était en gestation et qui devait être signé par le gouvernement sans vraiment une garantie de tout ce qu'il y a comme bonne action. Donc nous étions obligés de faire un préavis de grève. Et de ce préavis de grève, quand le gouvernement vous appelle, l'instance suprême, le Premier ministre vous appelle, il vous dit, vous suspendez votre préavis de grève parce que nous avons écouté ce que vous avez dit, nous avons reconnu qu'il y a des impairs dans le projet, excusez-moi, ce sont ces termes dans le projet, et que par conséquent, si on estime que les récriminations que nous avions là semblent être fondées, il va nous appeler pour nous associer à toutes les instances supérieures dans lesquelles on n'était même pas conviés. Donc, de ce fait, le Premier ministre ayant reconnu l'impair et nous ayant renvoyé pour que nous puissions faire une récrimination écrite, nous sommes partis faire une non-récrimination et nous sommes venus, nous les avons envoyés au bout de 2 semaines. Bon, depuis les 2 semaines, eux aussi sont restés silencieux, mais nous, on travaille toujours en bas parce qu'on a fait des correspondances, on a fait des pas, on est allé voir les gestionnaires, notamment la maîtrise d'ouvrage de Doncin, on est allé voir le comité technique dont ils avaient mis en place, qui s'est substitué à un comité qui est légal et où les travailleurs, où l'ensemble des structures étaient représentés, notamment le système AIOD qui a été mis en place par un arrêté du même Premier ministre. Donc, comme les travailleurs et l'ensemble des techniciens sont représentés là-bas, ils l'ont mis de côté et ils se sont retrouvés au niveau d'un comité technique pour valider. Et c'est vraiment avec stupéfaction que nous avons appris à peine quelques jours que le gouvernement a autorisé la privatisation et en tout cas la signature de ce contrat. Je pense que dans tout cela, ce qui vous pose problème, il y en a plusieurs, mais parmi ce qui vous horripile, il y a le fait que la gestion du côté commercial là revienne et échoue à Meridian. Mais avant, c'était du fait au moins des agents de l'État que vous êtes. Exactement. Qu'est-ce qui vous a été reproché pour qu'on veuille aller avec un contrat avec un prestataire privé? Est-ce qu'il n'y avait pas une inefficacité quelque part? Non, pas ce qu'on sache. La structure qui gère actuellement l'aéroport de Ouagadougou, c'est la délégation aux activités aéronautiques nationales. Jusqu'à maintenant, on n'a aucun problème. Du reste, l'année passée, nous avons certifié notre aéroport. L'aéroport de Ouagadougou est certifié selon les normes de l'OACI. Et il n'y a pas beaucoup d'aéroports en Afrique qui sont certifiés. Donc, c'est quand même une performance qu'il faut saluer. Donc, la structure qui gère actuellement l'aéroport de Ouagadougou peut bien gérer l'aéroport de Doncin. Oui, mais est-ce que vous êtes rentable? C'est ça aussi la réalité. Quels sont vos chiffres aujourd'hui? Quelles sont vos performances? Et par rapport à la rentabilité, les études menées par l'OACI disent qu'un aéroport, pour être rentable, doit avoir au moins 1 million de passagers. Actuellement, notre aéroport est à 500 000 passagers. Donc, la stratégie, ce qui doit être dans la stratégie, c'est aussi comment faire en sorte que le futur aéroport de Doncin soit attractif. Il ne suffit pas de construire des bâtiments. Là vous n'avez pas répondu à ma question. Lorsqu'on parle de rentabilité, on met en rapport un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire les charges de fonctionnement, personnel y compris et tout, et puis ce qu'on arrive à générer. Parce que ce qui est choix aujourd'hui à Meridian, c'est la partie commerciale. Ça veut dire qu'il y a un pôle qui a été identifié, sur lequel peut-être qu'on n'est pas compétent, ou bien sur lequel on n'est pas, plutôt pas le terme compétent, je change ce terme-là, sur lequel on n'est pas performant. Voilà. Et est-ce que c'est pas de ça qu'il s'agit? J'ai dit, quels sont les chiffres
que vous nous donnez pour nous mettre à l'aise, pour dire que l'État n'a pas eu raison de faire ce choix. L'aéroport, c'est d'abord une structure d'intérêt public. L'aéroport, pour un pays comme le Burkina Faso, c'est pas la rentabilité qu'il faut voir d'abord, c'est l'intérêt public. Aujourd'hui, l'aéroport de Ouagadougou, sur le plan technique, fonctionne très bien. Sur le plan de la sécurité aéroportuaire, l'aéroport fonctionne bien. Sur le plan de la sécurité, l'aéroport est normé. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, comme nous l'avons dit précédemment, pour que l'aéroport soit rentable, il faut qu'on atteigne un certain niveau de passagers. Donc, on n'est pas rentable aujourd'hui? Non, aujourd'hui, Mais est-ce que c'est pas cette mission d'atteindre 1 million de passagers là qu'on veut confier à cette structure-là pour qu'elle soit plus efficace? Parce que le volet, vous nous l'avez dit, quand on échangeait déjà en d'autres, c'est le volet commercial qui échoue aujourd'hui à Méridiane. Et d'ailleurs, les travaux de l'aéroport, on sait que ça a commencé depuis. Maintenant, ce qui concerne le volet commercial, ça commence en 2022. C'est bien cela. Et avec l'officialisation de la mesure et tout, vous vous rendez compte que, bon, tout est en train d'être acté. Est-ce que c'est pas pour bonifier la chose que ces choix-là sont faits? Dites-nous pourquoi est-ce que vous pensez que on devrait continuer de fonctionner comme on a l'habitude de le faire et que ce nouveau opérateur privé qui vient pose problème? C'est ce que nous on veut comprendre. Ok, merci bien. Je crois que pour ce qui concerne l'aéroport, ce n'est pas une question de rentabilité comme il a dit. Nous, au niveau du syndicat et les travailleurs de l'aéronautique, on avait depuis un congrès demandé à ce qu'on déplace l'aéroport. Vous savez que ce n'est pas uniquement l'aspect économique. Il y a l'aspect sécurité qui est là. L'aéroport est au centre-ville actuellement. Il n'est pas un aéroport ambitieux, quand vous le voyez. Donc il faudrait, en tout cas, prendre certains aspects, et non uniquement l'aspect économique. Même en termes de sécurité, en termes de nuisances sonores, il y a plusieurs griefs. Bon, plusieurs points qui ont milité en tout cas à ce qu'on fasse une étude pour le déplacement de l'aéroport. D'ailleurs, qui a été d'abord demandé par les travailleurs lors d'un congrès. Mais déplacer l'aéroport ne veut pas dire qu'on va brader l'aéroport. Et c'est le bradage que l'ensemble des travailleurs est contre. Nous ne sommes pas contre le déplacement de l'aéroport, ni la concession de l'aéroport à un privé, mais que ça se fasse avec un certain esprit de patriotisme. Moi, ce que je vais comprendre aussi, c'est vrai que peut-être avec la durée, 30 ans notamment, ça peut faire beaucoup, mais vous avez parlé aussi que ce n'est pas côté économique, il y a aussi côté social. Si normalement ce qu'on devait avoir pour une redistribution sociale pour les Burkinabés n'est pas escompté avec la gestion actuelle, peut-être, je dis bien peut-être, avec cette nouvelle convention, on pourrait avoir une meilleure rémunération qui pourrait peut-être contribuer à mieux redistribuer. Parce que là, c'est vrai qu'on parle des Burkinabés, mais directement, c'est des salariés de votre corporation. Mais après, il y a le grand Burkinabé aussi qui existe. Est-ce qu'au fond, je pense que ce qu'il veut dire, est-ce qu'au fond, il n'y a pas aussi, parce que vous parlez de restructuration, il y a les emplois, il y a les travailleurs que vous êtes. Est-ce que vous n'avez pas de crainte par rapport à ça? C'est pas ça aussi la réalité? Oui. Non. Oui, nous avons des craintes, bien sûr, en tant que responsables syndicaux. Mais si vous regardez dans le préavis de grève que nous avons déposé en 2019, vous n'allez pas voir un seul point qui est relatif à des revendications d'ordre salarial. Nous sommes des Burkinabés et c'est l'intérêt premier du Burkina que nous avons mis en avant. Et c'est pour ça que nous avons dit, et nous sommes quand même le pays de Thomas Sankara. Si aujourd'hui notre pays peut mobiliser 400 milliards, nous pensons que notre pays n'a pas besoin, pour 100 milliards, d'aller confier notre aéroport à une structure étrangère. Mais est-ce qu'on a dit que c'est exclusivement pour ça qu'on confie à la structure? Mais c'est ce que nous on a constaté dans la convention. Nous demandons à être associés pour apporter notre œil d'expert. Aujourd'hui, ce que la convention prévoit, c'est ça. David Nana, c'est intéressant ce qu'on a comme échange ici. Parce que, c'est que vous vous plaignez, parce que vous voulez avoir un droit de regard sur la façon dont le processus lui-même va se mener, parce que vous estimez que c'est le contribuable burkinabé, c'est d'abord, quoi qu'on dise, c'est un prolongement de notre territoire, l'aéroport, et c'est un lieu sensible, et en tant que burkinabé, et donc expert du domaine, vous voulez avoir un regard. Mais moi, je veux savoir, et pour moi, ça, c'est aussi très important, quand vous dites que on aurait pu avoir des opérateurs économiques burkinabés qui pourraient faire cet investissement-là aussi facilement, et on le laisse comme ça à un privé qui plus est aujourd'hui peut-être français et autres. Mais le problème dedans, c'est quoi? Est-ce que dans le process, on a manqué? Est-ce que vous avez l'impression, parce que vous avez employé le mot brader,
Est-ce que vous avez l'impression que ça a été donné à des fins ou dites-nous les choses de façon très claire. Ok. De façon claire. Le projet, comme je vous l'ai dit, date de depuis longtemps. Il y a eu des péripéties. On a la troisième tentative. Voilà, on est à la troisième. C'est depuis 1997. Les travailleurs ont joué leur rôle pour éviter ce bradage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En 2016, vous vous souvenez que quand il y a eu après l'insurrection populaire, le premier ministre, Isaac Zida, avait pris en tout cas l'option de ne plus brader l'aéroport. Nous disons bien brader, parce qu'on va arriver mais le premier ministre a dit privatiser. Oui, privatiser, mais nous disons que c'est un bradage. Parce que nous, on est prêts pour la privatisation, mais pas un bradage. D'accord, voilà. Maintenant... Donc, on va arriver au terme. On est pratiquement, nous aussi, au terme de l'émission. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, quels sont vos recours possibles? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir continuer lorsque vous savez que, vous dites avoir été surpris, que dans la dynamique, les choses sont en train d'être données comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos actions, à part la grève qu'on aura? Puisque vous avez déjà appelé à une grève le 10 octobre, on vous a reçu en 2019, et puis après, on se retrouve dans le même problème, et pire encore, il n'y a même pas d'avance sur ce que vous doutiez, sur ce que vous craignez. Nous demandons à l'État, ce que nous attendons aujourd'hui de l'État, ce qui peut faire en sorte que nous puissions surseoir à notre mouvement, c'est que l'État arrête le processus de signature de la Convention, que l'État revienne à la structure qui est reconnue, le système AIOD, où l'ensemble des parties prenantes étaient représentés, les acteurs actuels du domaine et les structures de l'État et les représentants des travailleurs. Que l'on puisse, dans ce cadre-là, définir une nouvelle stratégie qui va être plus à l'avantage du Burkina Faso. C'est ce que nous demandons. Et qu'on s'assure, dans cette stratégie-là, que les structures régaliennes qui aujourd'hui veillent à ce que le fonctionnement du système de l'aviation civile respecte des normes de l'OACI, que ces structures-là, que sont l'ANAC et l'ANAM, puissent être viables. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'ANAC qui délivre les licences des pilotes, c'est l'ANAC qui délivre la certification de l'aéroport, c'est l'ANAC qui délivre les licences des contrôleurs de la navigation aérienne. C'est tous ces éléments qui font que les compagnies sont rassurées et ils fréquentent notre aéroport. Si aujourd'hui, il y a un accident et on se rend compte que le pilote, par exemple, n'avait pas sa licence, vous allez voir que beaucoup de compagnies vont déserter notre aéroport. Donc nous voulons que ces structures régaliennes-là puissent être viables dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. On vous comprend parce que on est déjà au terme, David Nana, on vous comprend. Parce que quand on regarde aussi au fond, il y a même le côté Bobo Dioulasso qui mérite d'être posé. Oui, vous parliez de Bolloré, on a vu le choix de la suppression de certaines gares secondaires qui a impacté fortement nos économies. Donc il y a des choix dans lesquels il faut bien regarder parce que Bobo Dioulasso, comme on dit aussi, c'est un pôle qui mérite aussi autre chose. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir et on espère que jusqu'à arriver la prochaine fois, mais on aura pas seulement plus de temps, on a eu du temps de discuter, de bien comprendre ce qui nous ont ramené. Maintenant, on attend de regarder jusqu'à la grève qui est prévue, les 48 heures. Comment est-ce que la réponse sera donnée, l'oreille peut-être attentive à ce que vous posez sur la table comme proposition et comme problème. Et c'est avec ça qu'on va d'ailleurs se laisser pour ce JDS, journal du dimanche soir, que j'ai pris plaisir à présenter. Et ça sera terminé. On avait même une petite capsule sport pour laquelle on ne pourra pas aller. Merci David Nana d'être passé sur ce plateau. Merci. Je dis aussi merci à M. Pépin Zabré d'être venu sur ce plateau. On sent que c'est juste une porte qu'on ouvre. On aura encore à discuter de ce problème-là. Merci à M. Zakara Siba. Merci beaucoup. Merci à Tri TV. Voilà, c'est terminé pour ce JDS, journal dimanche au soir. On prend ici et maintenant congé de vous. Et d'ici dimanche prochain, portez-vous bien.